bonjour tout le monde à cette nouvelle édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec, une édition, euh, comment dire, virtuelle cette année, vu les circonstances. Alors, j'aimerais introduire d'abord avec une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, si vous vous rappelez de la série Le rêve de Champlain, qui à l'époque était en train d'être filmé pour être projeté d'abord et avant tout sur TFO. Mais sur Twitter, à un moment donné, j'étais sur le compte de Martin Cadotte, le réalisateur de la série. Et à un moment donné, il avait posté une image de lui et un de ses acteurs habillés en autochtone. Et moi, comme gringalet, historien un peu pointilleux, j'y fais le commentaire. Oh, ben, vous savez, le costume de votre acteur n'est pas si correct, etc. C'est pas très authentique pour la période. Et puis, M. Cadotte, à son crédit, m'a répondu en m'expliquant qu'il était très bien au courant que le costume n'était pas exact pour l'époque, mais que en réalité, les limites budgétaires ont fait qu'il était obligé de louer des costumes préfaits. Alors, c'est là que je commençais à comprendre, OK, Mmh. comme historien, c'est facile de critiquer, mais il y a quand même un aspect pratico-pratique qui limite le travail dans les séries télévisées. Et c'est un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. Je ne vais pas m'intéresser, on va parler aujourd'hui de la série Barkskins, qui est une nouvelle série qui est diffusée sur les ondes de National Geographic, qui en passant est disponible pour ceux qui n'ont pas la chaîne. Vous pouvez le louer pour environ 10 sur Google Play. Les 8 épisodes sont disponibles dès cet instant. Et on va s'intéresser à cette série qui est basée sur le roman d'Annie Proulx, qui est une Américaine célèbre pour son roman qui a donné le film Brokeback Mountain. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser moins sur l'aspect historique de la série, mais plus sur le travail derrière la reconstitution de ce monde qui est situé dans le cadre de la Nouvelle-France. Et notre invité aujourd'hui pour en parler, c'est justement l'accessoiriste Benoît Jolivet, qui on vient de voir apparaître. Alors, bonjour Benoît et bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, je vais juste rappeler vite fait que la série a été tournée dans la région de Québec. Oui. Et tu as travaillé derrière les coulisses comme c'est quoi ton titre officiel, accessoiriste en chef ou Non, non, c'est non, quoi ton c'est titre? accessoiriste extérieur. C'est, une personne qui est en charge de d'amener les accessoires sur le plateau. Donc, je suis à la recherche d'accessoires, soit sur internet, soit sur, des commerçants autour, on fabrique et cetera. Puis moi, je fais le lien entre, la production, si tu veux, puis le plateau. Puis, entre autres, sur cette, production-là, je me suis occupé aussi surtout, de la figuration. On avait des scènes, des fois, avec, des centaines de figurants. Donc, une de mes tâches, c'était de trouver tous les accessoires pour ces figurants-là, puis de m'assurer sur la journée de tournage, qu'est-ce qu'il faut, pour jouer, bien sûr. D'accord. Eh bien, je regarde mes notes et j'aimerais reculer Oui, un peu parce que là, on va parler un peu plus de toi. Peux-tu nous conter un peu plus ton parcours? Par exemple, je sais que tu as déjà travaillé sur un autre film historique que oui. nos spectateurs connaissent sans doute, Hochelaga, Terre des Âmes. Exactement. Oui, c'est en 2015 à peu près que j'ai travaillé là-dessus, 2014-2015, je pense. Et puis, j'étais aussi, accessoiriste extérieur. On était une plus petite équipe, heu, parce que bien sûr les budgets, sont pas comparables entre la production, québécoise puis les productions américaines. Donc, on a fait la reconstitution, mais c'était un film historique, mais qui se passait sur plusieurs époques. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui se passe en 2008, si je me souviens bien. Mais il y a un archéologue qui trouve des artefacts dans un sinkhole qu'on appelle. Et puis, le film nous amène dans plusieurs périodes. Le site était dans le film sur le terrain de football de l'Université McGill. Et puis,
on amenait un peu une théorie comme quoi c'était Hochelaga, le village d'Hochelaga. Donc, Que Jacques Cartier avait oui, rencontré lors de ses voyages au milieu exactement. du 16e siècle. Exactement. Et à travers les strates, dans le sinkhole, ben, on découvrait des artefacts. Plus on descendait creux, plus on remontait dans le temps. Et puis, ben, un peu à l'image du violon rouge, si on veut, le violon rouge aussi de François Gérard, c'était un accessoire qui voyageait dans le temps. Donc, dans la grotte Terre des Hommes, c'est un peu le même procédé, mais à travers une fouille archéologique. Donc, la tâche comme accessoiriste, c'était de trouver tous les accessoires, entre autres, que l'archéologue trouvait. Et c'est ça. Donc, c'était pas ma première expérience sur une série historique. J'avais déjà fait aussi la série avec Jacques Lacourcière et Gilles Carle, Épopée en Oui. Amérique. Ça, c'était dans mes débuts de ma carrière. Mais comme accessoiriste, on est appelé. Il y en a qui se spécialisent, bien sûr, mais c'est plutôt rare parce qu'au Québec, il y a peut-être moins de production. Donc, souvent, on peut faire des films de science-fiction comme des films d'époque. Bon, et sur Barskin, bien sûr, on a dû faire appel à des gens aussi qui avaient un peu d'expérience quand même dans les séries historiques. Donc, l'équipe a été constituée comme ça. Ben, d'ailleurs, avant même de tomber sur les spécialistes, comment est-ce que toi, comme accessoiriste, tu te prépares pour approcher justement un film d'époque ou une série d'époque? C'est quoi ton processus de recherche? Il faut garder à l'esprit que c'est un travail d'équipe. Donc, chacun selon sa tâche, parlons seulement des accessoires, mais ça inclut les costumes, les décors, coiffure, maquillage, etc. Mais dans le cas des accessoires, il y a une équipe, donc il y a un chef, il y a l'assistant du chef, il y a des accessoiristes sur la route, il y a des accessoiristes en atelier, il y a des accessoiristes qui travaillent sur le plateau. Moi, ma tâche, comme étant accessoiriste sur la route, c'est bien sûr de faire un dépouillement des choses qu'on a à trouver et à faire. Mais le dépouillement est principalement fait aussi par la chef accessoiriste. Dans ce cas-ci, c'était Lise Farran. Et moi, je rentre peut-être quelques semaines après le chef pour continuer le travail puis prendre des mandats qu'elle, elle va avoir déterminés. Donc, selon ça marche souvent avec les, euh, les talents, les tâches, les capacités de chacun. Moi, je suis un ancien scout, donc j'étais en charge de tout ce qui est le travail de la matière en forêt. Euh, Puis aussi, bon, j'avais une tâche aussi qui était d'essayer de déterminer qu'est-ce qu'on cuisinait, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque pour s'assurer que nos accessoires, parce qu'on s'occupe aussi de la nourriture en tant qu'accessoiriste, marche, qu'il n'y ait pas d'anachronisme, que ce soit le plus véridique possible, le plus historiquement vrai. Là, Ouais. un Ouais. retour un peu sur notre Oui, pré-entrevue, parce qu'on oui, s'était quand même ben préparé oui. Mm. avant aujourd'hui. Euh, Tu avais mentionné que tu t'amusais toi-même parfois à aller chercher des sources. Par exemple, là, Oui. j'ai à l'écran ici euh, 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 la couverture d'un livre que tu m'as Mm. envoyé, Nouvelles relations de la Gaspésie. Oui, Alors, tu avais quand même l'instinct d'aller fouiller dans oui, certains sites d'archives oui, dont Gallica de la oui. Bibliothèque nationale de France, Mm. etc. Peux-tu nous en parler un peu plus de comment tu t'es arrangé? euh, Ben, écoute, un accessoiriste, si c'est pas curieux, ça fait pas un bon travail. Nous, on doit, que ce soit un film historique ou un film contemporain, on doit creuser la matière. Puis on est habitué de chercher des choses des fois qui comme existent pas, mais qu'on connaît pas, mais qu'à force de creuser, on fait ah ok cette chose-là existe. Où est-ce que je peux la trouver? Dans le cas d'un film historique, on s'amusait à dire que
Euh, il n'y avait pas d'allée du 17e siècle dans les Doloramas. Donc, il fallait trouver des sources d'informations pour qu'on puisse reconstituer, refaire des choses. Puis, j'ai trouvé ce bouquin-là euh, en, en cherchant simplement avec des mots-clés sur Google. À ce temps, on est chanceux parce que si on se rapporte v'là quelques années, on n'avait pas ces outils-là. Il fallait se déplacer, aller dans les bibliothèques nationales, des choses comme ça. Mais là, on a des trésors sur le net. Puis, comme accessoiriste, on est habitué de fouiller là-dedans. Puis, quand je suis tombé sur ce bijou-là, ben, écoute, c'était vraiment fantastique. Je me suis attardé parce que c'est un livre, un bon livre de 600 pages. Donc, malheureusement, si on revient, si on remet la page couverture, je pense qu'on voit le nom de l'auteur. C'est un jésuite, comment il s'appelle? Le père Chrétien Leclerc, Oui, en 16, mais j'ai noté j'ai retranscrit la date, 1691, ouais. c'est ça exactement, qui correspondait exactement à notre époque. Puis lui, bon, il a fait une description incroyable de toute la vie de l'époque. Et puis, moi, je me suis intéressé surtout à la chasse, à la pêche, comment les Autochtones, les Premières Nations euh, faisaient pour assurer leur survivance. Et, euh, et donc, en m'aidant, en faisant la lecture de ça, ben, on a trouvé un certain nombre de choses qu'on a pu appliquer. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu ouvres ce bouquin-là, puis moi, je ne suis pas habitué de lire des récits, des comptes rendus historiques faits par quelqu'un de l'époque en 1691. Quand tu te mets à lire, tu dois te concentrer parce que c'est Surtout le avec les français longs de S. l'époque. Oui, oui, c'est ça, les S, les F. Et donc, c'est ça. Donc, et puis, ça va vite, une production, ça va très vite. Donc, quand on tombe sur des livres comme ça, il faut aller vite à l'essentiel. C'est difficile quand même de creuser. C'est pour ça que faire appel à des historiens dans le cadre d'une production comme ça peut être grandement facilitant parce qu'on ne peut pas tout emmagasiner, parce qu'on n'est pas historien. D'ailleurs, ça nous Mm. mène à ma prochaine question, Oui. parce que tout, justement, l'élément de consulter un historien, parce que souvent, euh, sans viser Barkskin, il y avait d'autres séries du genre où, comme historien, des fois, on est assis dans la salle noire du cinéma, puis on est juste là en train de se secouer la tête en se disant oh Mm. mon Dieu, ils n'ont pas consulté quelqu'un. Et Mm. l'intérêt, c'est de savoir à quel point tu as eu de la difficulté à approcher des historiens et c'est quoi tes pensées sur comment est-ce qu'on fait pour un peu rabouter entre Mm. l'industrie de NEMA et Oui. l'industrie et le monde académique. Oui. Ben, première chose, il n'y a pas beaucoup de productions historiques sur lesquelles j'ai travaillé, puis il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites au Québec, au Canada. Donc, pour entretenir un réseau, pour entretenir euh, des contacts, si on en fait un, puis 5 ans après, on en fait un autre, ben, des fois, on perd les contacts. Des fois... Donc, bon, il y a cette première chose-là. L'autre chose, c'est que moi, j'ai eu la chance de trouver Catherine Ferland sur Internet via Facebook, si je me souviens bien. Je suis rentré en contact avec elle. Et puis, mais j'avais pas trouvé. Pourtant, j'imagine qu'il y a des associations d'historiens puis tout ça. Euh, mais avec Étonnamment, non. non, bon, mais avec Catherine Ferland, c'est sûr Ben, que il y a des sociétés, mais pas. ouais. C'est pas comme, je sais pas, une association d'avocats, Ouais. voilà la liste des Mm, gens que tu cherches. mm. Mais c'est sûr que quand moi je parlais avec Catherine Ferland, elle aussi, elle a des contacts aussi. Elle m'a mis en contact avec, Mhm. entre autres, ce qu'on recherche, nous, c'est une ressource pour bien positionner l'époque. Hein. Donc, un historien ou une historienne qui va nous dire, bon, ben, à cette époque-là, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. Par l'entremise de Catherine aussi, elle est en contact avec des gens qui font des choses, qui font des reconstitutions.
avec lesquels elle m'a mis aussi en contact, dans le cadre, entre autres, il y avait les fêtes de Nouvelle-France à Québec à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Oui. Et oui, puis Catherine avait une liste de contacts aussi. Donc, pour nous, c'est super intéressant aussi parce qu'on doit reconstituer des choses. On ne peut pas acheter quelque chose qui Mhm. existait au 17e siècle. Donc, avec l'historienne qui nous met aussi en contact avec des gens qui travaillent la matière, pour nous, c'est très, très précieux. Mhm. Donc, maintenant, aussi, comme nous, on n'est pas dans l'écriture du scénario, on lit le scénario, puis là, on réagit. Si on était dans l'écriture du scénario ou si on l'avait avec le scénario sorte, je pourrais déjà faire une recherche d'historien, d'historienne, avant même que l'écriture soit complétée. Puis on pourrait Oui. entreprendre un travail. Souvent, on appelle les gens, puis c'est pour dans un mois. Ouf, C'est c'est ça. rapide, ça. Oui, oui, c'est ça, exact. Donc, mais c'est sûr que s'il y avait une association ou. Mais maintenant, je vous connais. Maintenant, je te connais toi, je connais Catherine Ferland. La prochaine fois que j'ai un document, si Barskin tourne à nouveau, puis je suis encore dessus, éventuellement, je ne sais pas, ben c'est sûr que là, je vais vous appeler, ça c'est certain. Mais c'est ça, c'est des ressources que j'ai trouvées comme ça sur Internet et non. Ben, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait Ouais. de toute façon notre réseau. Là. Mais je ne sais pas, vous, de votre côté, est-ce De, que. de notre côté, ce que je dirais, c'est, on s'en était déjà parlé, il y a une certaine difficulté parce que souvent, les informations, on va les avoir au compte-gouttes. Hum, Alors, il faut aller les chercher à la base. C'est plus difficile pour reprendre l'exemple avec lequel j'ai introduit oui. l'émission aujourd'hui avec Martin Cadotte. J'ai approché d'autres collègues en disant, vous savez, si quelqu'un venait me voir et me disait justement, j'ai moins d'un mois pour Hum, savoir comment habiller mes personnages autochtones, où est-ce que je me tourne? Et on a réalisé qu'en fin de compte, il y a très peu de bonnes ouais. synthèses. Et c'est ça Hum, le mot-clé, oui. c'est les synthèses. C'est quelque chose, je crois qu'à l'avenir, il va falloir que les historiens, euh, particulièrement les spécialistes de la culture matérielle, euh, devront se pencher un peu plus souvent sur faire justement des synthèses un peu, pas nécessairement euh, pour le cinéma, mais certainement avec l'idée d'un genre en bon franglais, one-stop shop, où tu Ouais. peux avoir toutes les informations possibles. Hum, Euh, mais juste comme ça, je dois dire, personnellement, j'ai jamais été approché par quelqu'un pour une production. Et ce genre d'affaires, je me suis toujours demandé ouais. comment est-ce que je m'organiserais. Mais comme tu dis, c'est beaucoup par rapport au réseautage Oui. et le travail Oui. préétabli. C'est vraiment Hum, l'importance de l'historien, c'est pas tant d'avoir du pré-mâché comme idéalement, ça serait le fun hum, d'avoir. oui. C'est au moins d'être capable de dire ça va être comment dire, c'est comme la porte d'entrée vers l'information en se disant OK, on cherche telle information, je sais qu'il y a telle source qui en parle beaucoup, etc., etc. Donc, Hum, c'est la facilité de reconnaître où sont les sources qu'on oui. cherche. Oui. Et puis, D'ailleurs, oui. je Hum. oui? Oui, continue, vas-y. Oh, ben, j'allais dire, parce que Hum, là, justement, on passe de la recherche à la production même. hum, Justement, comme tu disais tantôt, il n'y a pas de Costco hum. où tu peux aller chercher tes objets. Ouais. Alors, comment êtes-vous obligé de tout acheter, Non. tout fabriquer? OK. Comment est-ce Ouais. qu'on procède pour Hum. Ben, ramasser tous ces accessoires-là? ben, bon, tantôt, je faisais des farces avec le Dollarama. Par contre, il y a quand même à Montréal, il y a des endroits où on peut louer des accessoires. Et dans ces endroits-là, on a Gascon, Téléciné, deuxièmement, pour ne nommer que ceux-là, on a une banque d'accessoires, de décors aussi pour les décorateurs. Et puis, il y a aussi
un endroit comme Espace Costume ou Éphémère qui loue des costumes. Donc, il existe une banque quand même d'accessoires dans laquelle on peut piger. Autant du contemporain, de l'historique. Donc, ça, on peut se débrouiller pour la base. Dans le cas de Barskin, étant donné que c'est une télésérie qui veulent faire plusieurs saisons, on verra enfin. Et donc, voulant faire plusieurs saisons, on a décidé d'acheter des choses et de faire fabriquer des choses. La fabrication, on fait ça en atelier. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur le net, des reproductions d'accessoires. Ça peut être de la vaisselle, ça peut être des armes. Quoique, il y a un armurier aussi avec qui on fait affaire, qui, lui, achète des armes qui sont des armes d'époque, des mousquets qui soient fonctionnels ou non. Et puis donc, on a une base où on peut se fournir, donc les locataires d'accessoires, Internet et locataires de costumes et d'armes, etc. Mais donc, pour revenir avec Barskin, on a fait beaucoup de construction, puis on a modifié des choses. J'ai trouvé aussi des choses quand même sur Kijiji aussi. Par exemple, on avait besoin de brouettes. Oh, J'ai trouvé. ça, j'ai une image de la brouette. Donnez-moi 2 secondes. Allons-y. Oui, je veux juste aller Oui. chercher Ça, la c'est. brouette. Oui. Je sais que je l'ai quelque Ouais. part. Et voilà, Ça la s'en vient. brouette. OK. Non, là, Oui, ça, c'est une de mes photos. Je suis allé parfait, visiter oui. le plateau après, Oui. après que le tournage était Oui. fini. Mais j'ai pas pu résister de passer par Place Royale pour aller voir à quoi ça va de l'air. Ça, c'est une brouette. Vous voyez la grosseur de cette brouette-là. Ça, c'était loué ou acheté, d'après moi, par les décors. Parce qu'il y a une question de format. Des fois, on a des gros objets comme accessoires. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui a été trouvé, je ne sais où, possiblement sur Internet ou peut-être que même elle a été louée chez un fermier aussi. Mais ça, je ne l'avais pas géré malheureusement. Mais oui, moi, j'avais des brouettes à main. On avait 3 brouettes à main de types différents. Et ce qu'on avait comme problématique, c'était la brouette était correcte, mais la roue était en métal. Ah, Donc, on est obligé soit de changer les roues ou de les maquiller parce qu'à l'époque, c'était plus la roue de bois qui était utilisée. Donc, ça me fait penser aussi aux barils. Moi, j'avais un mandat avec les barils parce que dans Baskin, il y a un tonnelier qui est un des rôles principaux. Donc, il y a une tonnellerie. Il oui. fabrique donc des tonneaux, des barils. Et j'ai fait une recherche pour tomber sur un monsieur à Saint-Constant, monsieur Bourdeau, qui fait des barils. Ça a été une expérience bien intéressante parce qu'avec lui, on est parti avec ses modèles de barils, puis on les a modifiés parce que lui utilisait des cerceaux de métal pour retenir les douelles qu'on appelle, Oui. les lattes de bois. À l'époque, ben, c'était en bois, soit peut-être en saule, en osier. Nous, on a décidé de prendre le saule. Fait qu'avec lui, ben, on a fait une recette pour maquiller ces tonneaux avec du saule. Donc, ça, c'est Et un. d'ailleurs, Hum, Oui, petite confession personnelle, oui, je, je vous félicite là-dessus parce que quand j'ai vu la bande-annonce pour Barkskin et je voyais oui, les tonneaux, je me disais, les tonneaux, t'as-tu vraiment fabriqué comme ça? J'avais un gros doute oui, et je suis allé vérifier vite fait dans les sources. Je me suis dit, oh non, OK, c'était fait avec des hum, cerceaux en cèdre. OK. exact. Exact. Alors, c'était une petite leçon d'humilité que des fois, il ne faut pas trop juger. Ben, ce qui est intéressant dans l'accessoire, c'est qu'on est dans l'objet, dans la matière. Il y a des fois, on est complètement à côté de la traque. Il y a des fois, on est dedans. Puis, des fois, c'est dû à notre recherche ou des fois, c'est dû à des obligations de faire un peu à côté, si vous voulez, à cause du scénario, à cause qu'il y a une action bien précise
Puis des fois, ben, il y a des choses qui se glissent là-dedans on est obligé de laisser aller. Mais dans le cas des tonneaux, Mais on a bien fait nos devoirs, oui. d'ailleurs, on s'en était parlé. euh, il y a justement la question aussi entre. Faut pas oublier que, après tout, c'est une fiction. Il y a un Mmh, décor. ouais. Alors, l'important, c'est plus d'évoquer qu'autre chose. Parce qu'on veut pas s'enfarger nécessairement dans les fleurs du tapis non Mmh, plus. Alors, comment est-ce qu'on fait la part des choses de bon, à quel point est-ce qu'on veut juste évoquer, je sais pas, une cuisine d'époque vite faite, ouais. versus vraiment recréer Mmh. à l'identique? Il y Parce a que une c'est un peu comme le principe qu'on c'est quoi le principe dont le fusil de Chekhov où on dit si le fusil est sur le mur, il est ouais. mieux de servir à la fin de la, Ah ouais? de la Ouais. scène. À un moment donné, on était, je travaillais sur, le confessionnal, puis il y a quelqu'un qui a posé la question à Robert Lepage: «C'est quoi la différence pour toi, tu sais, entre le théâtre puis le cinéma?» Puis Robert Lepage a répondu, il dit: «Le théâtre, si tu fais le roi Lear, tu as besoin d'une chaise, un fond noir, puis c'est tout. Mais au cinéma, ben, tu es obligé de reproduire, au complet le décor». Donc nous, puisqu'on travaille dans l'image, dans le cinéma, on n'a pas le choix de coller le plus possible à la réalité avec les connaissances qu'on a, puis avec l'aide qu'on a de l'extérieur. Et puis, ça va dans le détail de fou, là. Tu sais, comme par exemple, tous nos rôles principaux ont des besaces, des sacs. Mais dans les sacs, ils ont tout ce qu'ils devraient avoir en temps normal si c'était la réalité. Et puis, lorsque tu regardes le film, ben, il va juste sortir peut-être un couteau de son sac, puis le reste, on ne le verra pas, mais le reste est quand même là. Pour donner aussi au comédien, à la comédienne, un- le mettre le plus possible dans le bain, tu sais, dans son personnage. Puis pour les décors, c'est la même chose. Bon, dans le cas du fusil accroché sur le mur, oui, il peut peut-être servir, ça peut devenir un élément de l'intrigue. À ce moment-là, pour nous, ça devient un accessoire principal parce que si ça devient un élément de l'intrigue, par exemple, un personnage le prend et puis tire, alors à ce moment-là, c'est géré par les accessoires. Et si c'est un élément de décor qui ne bouge pas, ça sera géré par l'équipe décor. Mais, puis, ça m'amène aussi à parler un peu de la relation entre les décors, les costumes et les accessoires. Parce qu'on doit, on travaille sur le même film, bien entendu, donc on doit se coordonner pour être sûr que tous ces éléments-là fonctionnent. Moi, j'arrive pas avec un sac de 1775 alors que on est en 1682. Donc, puis la même chose pour les décors, puis les accessoires. Donc, je sais pas si je réponds un peu à ta question ou si Non, je pars dans. absolument. Puis Ouais. ben, d'ailleurs, Mmh. juste pour faire très anecdotique, Oui, on s'était parlé de la fameuse canne de David oui, Thewlis, oui, l'acteur que les gens vont reconnaître de la série Harry Potter et oui. d'autres films. Mmh. Personnellement, De Fargo. je Mmh, suis sûr et certain qu'il mmh, est en train d'évoquer son meilleur Marlon Brando dans l'île du docteur Moreau parce qu'il y avait eu un temps horrible sur ce plateau-là et je suis ouais, certain que son personnage est joué là-dessus. Mais pour revenir mmh, à l'anecdote, ouais, on parlait de sa canne oui, avec un crâne de. oui. Un crâne je suppose que c'est Je un marque ou pense quelque chose. je pense que c'est un petit renard, mais je suis pas certain, bon, il est à peu près gros comme ça, là. Il était pas très gros. Et il y a Hem, plusieurs copies, c'est ça. oui, c'est un crâne qui a été trouvé, c'est l'accessoiriste en chef qui s'en est chargé ou quelqu'un, de placé, bon et puis, une fois que c'était trouvé, la canne a été dessinée. Ce crâne-là a été dessiné aussi, pas dessiné, mais a été ajouté sur le dessin, puis tout ça. Puis on fait des moules parce que c'est fragile. Donc, on avait, si je me souviens bien, 3 exemplaires de cette canne-là pour être sûr que si un problème. Je sais qu'il y en a un que la mâchoire était amovible. Puis donc,
euh, lorsqu'on tourne, une des choses qu'on doit prendre vraiment, qu'on doit pas prendre à la légère, c'est les accessoires principaux. Avoir des doubles, des triples. Il y a l'adage one is none. Un, c'est rien. On le répétait souvent parce que si l'accessoire principal, la canne, se brise, ben, ça fait une équipe de 200 personnes qui attendent pour qu'on répare la canne. Pour avoir le nouveau, ouais. C'est ça, exactement. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un exemple, effectivement. Oui, Le temps file, j'aimerais mettre oui, à l'écran, ça, encore une fois, oui, c'est une photo que j'ai prise oui. à Place Royale Mhm. et j'aimerais avoir tes impressions. C'est quoi la différence entre ton expérience entre une production québécoise et une production américaine? Parce que surtout, on va se le dire, Ouais, la série est quand même basée sur un roman d'une Américaine avec ouais, une vision très américaine de mhm, la Nouvelle-France. ouais. Et comment est-ce que ça se traduit dans les coulisses? Au niveau du travail, le travail est toujours le même pour nous. Bon, on peut avoir plus de temps, plus de moyens, mais aussi, étant donné que c'est une production qui est américaine, plus grosse, on a plus de figurants, donc on a plus de choses à gérer. Maintenant, je dois dire que la production américaine, à la lecture du scénario, la différence entre le scénario, par exemple, de Schlaga, Terre des Âmes, la lecture de Baskin, on se rend compte tout de suite qu'il y a même des... bon, premièrement, c'est un scénario en anglais. Puis, il y a des actions et des choses que tu dis, ben, il me semble que c'est plutôt anglo-saxon ce que je suis en train de lire, comme par exemple le cup of tea. Tu sais, à un moment donné, ils prennent du thé avec le service à thé. Bon, il faut dire que c'est un personnage qui s'appelle Cook, qui est justement le tonnelier, qui, lui, est anglais. Mais avec le biscuit, puis tout ça. Donc, euh, dans la nourriture, on le sentait. On le sentait, là, tu sais, qu'il y avait comme, à l'écriture du scénario, il y avait des choses qui étaient plutôt anglaises. Mhm. Ça, c'est une différence entre un scénario qui a été écrit par quelqu'un qui est issu de la culture québécois, français. Ouais. Euh, Et si je peux me permettre, à oui, la base, avec le scénario qui est bien entendu basé, ben, pas tant sur le livre en entier d'Annie ouais, Proulx, mm, parce que je l'ai lu, mais mm, sur le premier tiers, en fin de mm, compte, qui se ouais, passe en Nouvelle-France. mm, Mais la vision d'Annie Proulx est beaucoup plus. C'est genre une pseudo-Nouvelle-France qui ouais. reflète beaucoup plus une société capitaliste de la frontière américaine du 19e siècle. Je pense que Mais oui. c'est là Ouais. qu'on voit la Mmh, traduction mmh, de la mmh, vision américaine mmh, du passé de la Nouvelle-France. mmh. Mais ça revient aussi un peu à la question, on avait parlé avec Hochelaga et la question autochtone, Oui. et comment tu avais soulevé la dernière fois que c'était intéressant de se retrouver Mmh, à l'inverse où, avec Hochelaga, il y avait la question comment est-ce qu'on représente les Autochtones oui. en voulant faire une bonne job, et là, à l'inverse, voir comment des Américains représentent des Québécois ou Mmh, plus précisément des Canadiens de la ouais. Nouvelle-France. Ben, eux autres, il y avait le souci, du côté de la production américaine, que ça soit le plus proche possible de ce que pouvait être la Nouvelle-France et ses habitants. Puis d'ailleurs, une des choses que le National Geographic, la promotion qu'ils ont utilisée pour vendre la série, c'est de dire ça a été tourné dans les lieux exacts où la Nouvelle-France est apparue, où on a mis la Et colonie d'ailleurs, je française. me permets une Hum, parenthèse. Côté cinématographique, hum. la prise d'image est Oui, magnifique. oui, oui. Euh, les, les, Hum, les montagnes, la forêt, et oui, le dernier 5 minutes de la série, du dernier épisode, oui, m'ont coupé le souffle avec hum, la prise de vue. C'est absolument bien fait quand oui, même de ce absolument. côté-là. Oui. Mais c'est ça. Donc, moi, je pense que
c'est dans l'air du temps en ce moment de parler du biais intellectuel, de dire qu'on part avec ce qu'on pense que la chose est, on se pose pas trop de questions, puis on la fabrique. Puis je pense que ça, c'est un défi autant pour les Américains, autant pour les Québécois, autant même pour les Euros-Wendat avec qui on a travaillé. Euh, c'est très difficile. Il n'y a personne qui était là en 1690 pour dire, hors de tout doute, c'était comme ça. Donc, ça vient aussi avec nos mythes. Puis moi, je n'étais pas là en Nouvelle-France. Personne n'était là en Nouvelle-France. Donc, c'est basé sur les écrits, c'est basé aussi sur le fantasme qu'on a, les fantasmes qu'on a de l'époque. Et c'est basé aussi sur les films qu'on a vus. C'est des... Puis une chose intéressante aussi là-dedans, avec Barskin, il y avait un décorateur, Amish, qui c'était le chef décorateur, a travaillé sur Colin Debin, The Revenant. A travaillé Ah, d'accord. sur The Revenant et on a Ouais. beaucoup d'accessoires de Revenant qui ont été achetés et réutilisés dans Barskin. Donc, moi, je pense que puis là, on parlait d'appropriation culturelle lors de la pré-entrevue aussi. Bon, puis là, je me disais, bon, les Américains viennent tourner ici avec leur vision de ce que la Nouvelle-France était. Est-ce qu'ils s'approprient un peu, tu sais, pour en faire quelque chose? Puis là, ben, je me mettais dans la position de nous quand on essaie de faire un village, un Longhouse. Est-ce que on s'approprie la culture pour faire quelque chose qui n'existait pas, tu sais? Donc, c'est une grosse question. C'est vraiment une grosse question. Puis je Ouais. pense que dans ce contexte-là, les historiens ont un rôle, ils peuvent avoir un rôle important pour asseoir la prise de décision. Puis argumenter, parce que nous, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on présente des accessoires, on argumente avec le réalisateur, pas juste comment ça fonctionne, quelle est l'action qu'on va faire avec, mais est-ce qu'il se justifie même dans le contexte historique. D'ailleurs, Euh, ce que je retiens de ce que ouais. tu as dit plus tôt, Mm, c'est aussi que des deux côtés, mais principalement aussi du côté du réalisateur et du scénariste, c'est de ne pas attendre un mois avant de filmer pour demander l'aide des historiens. mm, L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le réalisateur Robert Eggers avec son film The Witch, où oui. le réalisateur a obsédé pendant 5 ans à faire de la recherche Mm, pour son film, se disant que la seule manière que ça allait fonctionner, oui. c'était que l'auditoire allait vraiment gober son histoire de sorcière. Ouais. C'est si les accessoires, les costumes et le décor étaient absolument parfaits pour te Mm, donner vraiment ouais. l'illusion de rentrer dans ce Mm, monde-là. ouais. Et selon toi, est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu es d'accord que c'est vraiment d'une importance de nos jours de vraiment essayer de pousser Mm. le plus possible cette authenticité-là, si possible? Euh, oui, parce qu'on est de plus en plus allumé comme spectateur, téléspectateur, et cinéphile à cette réalité-là. Au début de l'histoire du cinéma, avec les Frères Lumière qui avaient projeté le train, je pense que c'était les Frères Lumière, là, et puis les gens avaient reculé parce qu'ils pensaient que c'était un vrai train qui arrivait. Euh, Ça fait, là, on n'est pas là, je veux dire. Et Mhm. puis, je pense qu'on est très critique, même si on n'est pas historien, il y a des choses qui peuvent accrocher le regard, puis te faire donc décrocher de l'histoire. Fait que oui, c'est important. C'est pas juste en fait, c'est du divertissement, on se le cachera pas. À moins que ce soit un documentaire, une reproduction historique, puis qu'on veut vraiment montrer comment c'était à l'époque.
Mais surtout, il Bah, faut dire que National Geographic, le nom donne beaucoup plus de poids que si c'était Fox ouais, ouais. ou CBC ou une autre Mmh, chaîne américaine. ouais. Ben, il y avait, ben, ils ont une responsabilité aussi, de livrer le produit tel qu'on pense qu'ils devraient le livrer, là. Donc, moi, je pense que National Geographic a fait un bon travail dans le cas de Barskin, mais ça demeure quand même, juste au niveau du scénario, si on résume rapidement, très rapidement, c'est une enquête policière, dans le fond, Ouais. Barskin. Ouais, c'était un peu Ouais, polar, un peu c'est ça, qui a fait quoi, oui. exact. Donc, déjà, là, on est dans des codes contemporains on pense pas nécessairement à un type d'histoire comme ça quand on pense à la Nouvelle-France. Tu ne penses pas que quelqu'un de la compagnie du Tson va aller enquêter sur quelque chose qui s'est passé en Nouvelle-France. Ouais. Fait que déjà, on est dans les codes même du polar. Donc, on fait un emballage historique le plus près possible, mais Selon le contexte de l'histoire au exactement, cœur de la c'est série. ça, exactement. Mais l'histoire est quand même, puis les rebondissements sont quand même, disons, plus contemporains. Donc, dans ce sens-là, c'est du divertissement aussi. Tu sais, tu as le goût de Mhm. savoir qu'est-ce qui se passe, c'est qui est impliqué, etc. Bon. Puis si on reproduit tout l'environnement, puis on manque notre coup, ben là, on est complètement dans les patates. Ça devient une parodie, ça devient une satire. Puis il y a des films qui ont été construits comme ça pour le plaisir de le faire. Je pense à Moulin Rouge ou tu sais, des films d'époque mais par contre la musique contemporaine, des choses comme ça. Ouais, Euh, ouais. donc ça, en soi, Un choix c'est un style. stylistique, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Donc, dans le cas de Barskin, ben, c'était all the way, on y va le plus près possible. Ça m'amène à parler, par contre, euh, au cinéma, c'est pas comme un roman. Le roman, tu vas le lire, puis tu vas te faire tes propres images. Bon, c'est sûr, c'est une vérité de la palisse. Mais au cinéma, lorsque tu vois une image, tu dois reconnaître quand même assez rapidement les personnages, les accessoires, les costumes et Ouais. tout ça. Ce qui amène, par exemple, les concepteurs de costumes. On avait des Rowendat, puis on avait des Iroquois. Comment les différencier? Oui, c'est ça, exactement. Donc, là, il y a une direction. On fait quoi avec X, puis on fait quoi avec Y? Puis le Ouais. téléspectateur, lui, il ne se posera pas de questions. Quand il va voir au loin une horde je dis horde, mais des Amérindiens, mais il va tout de suite détecter c'est des Iroquois parce que, par exemple, il y a plus de rouge, il y Mhm. a les, tu sais, bon. Est-ce que ça, c'est respecter la réalité que de faire ça, la réalité historique? Ou c'est une concession pour aider l'histoire, tu sais, la trame de l'histoire de demeurer comprenable. Exact, c'est ça. D'accord. Donc, c'est ça. Là, encore là, je ne sais pas si je suis à côté de ta question, là, mais. Non, 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 Hum, non, hum, ça tient. Et d'ailleurs, hum. puisqu'il nous reste à peine 2 minutes avant la Oui. fin de l'entrevue, j'ai gardé deux questions. Une complètement à l'improviste qui vient de me venir à l'esprit. Hum, Toi, notre très ouais, cher Benoît Jolivet, c'est quoi ton hum. film historique préféré? Oh, tabarouette! Juste Hein? impulsivement, là. Ouais, ben, écoute, je te dirais, c'est Amadeus Mozart. Oh mon Dieu, c'est Ouais, tellement vrai, j'avais oublié celle-là. ouais. Écoute, bon, ben, moi, je suis musicien aussi, j'adore la musique. Et j'ai vu ce On est un peu film-là. biaisé. Oui, exact. Oui, j'ai un billet là, un billet intellectuel ou je ne sais trop comment on dit ça. Et ça, je sais que c'est tiré de la pièce de théâtre voyons, j'oublie le nom. C'est Schaffer. Je me souviens pas. Tu sais, c'est pas un récit véridique de la vie de Mozart, sauf que c'est un sacré de bon film. Et la reproduction, selon moi, je ne suis pas historien,
mais est incroyable. Au niveau des costumes, il y a un côté aussi jazzé lorsqu'il y a des balles costumées, des choses comme ça. Donc, ouais, je dirais ça. Je vais réfléchir. Par contre, il y a peut-être. Ça, c'est le premier choix, là. Mais bref, Mm. c'est malheureusement le temps de terminer. Je vais poser une dernière question. Oui. Ceux qui veulent voir Barkskin, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut l'écouter à la télévision en ce moment? Est-ce que la série a été traduite encore? Non, je ne pense pas. Non, c'était d'abord pour le marché américain. Et je ne sais pas. Ça, c'est une chose. Et nous, lorsqu'on travaille sur des productions, maintenant, c'est très difficile de savoir quand ça va passer, où ça va passer, parce qu'il y a une multitude de plateformes maintenant, avec le streaming, le cinéma. Bon, c'est un film, on le sait. Puis les téléséries qui sont sur Netflix, sur Amazon Prime, etc. Donc, on n'est jamais informé de ça. À moins que ce soit une production québécoise, là, mais pour les productions américaines, je ne sais même pas si ça va être traduit. Et si ça l'est, est-ce que ça va être par nos amis français, peut-être? Est-ce que ça va être diffusé en France avant d'être au Québec? J'en ai aucune idée, malheureusement. En tout cas, comme j'ai dit, ceux qui veulent l'écouter en anglais peuvent quand même le louer sur Google Play. Je crois que c'est 8 10, pas plus, pour les 8 épisodes. Ah, c'est pas cher. Eh bien, ça vaut la peine. Alors, sur ce, j'aimerais remercier notre invité, Benoît Jolivet, qui est venu nous parler un peu du travail d'accessoiriste derrière les coulisses de la série Barkskin, produite par National Geographic. Et clos cette superbe entrevue pour les fêtes, pour les rendez-vous d'histoire de Québec. Merci. Bonjour. Bonjour Joseph, bonjour Salut. Benoît. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutent. Donc, c'est moi, Myriam, qui a aussi fait l'enregistrement, qui va animer un peu la période de questions. Mais merci d'abord à vous pour cette conférence-là. C'était vraiment très fascinant. Merci. Ça fait plaisir. On a une première question d'Alex Tremblay-Lamarche qui demande quelle place l'archéologie et l'archéologie expérimentale prennent-elles dans le métier d'accessoiriste lorsque vient le temps de travailler sur une série historique? Une vaste question. Je ne saurais trop quoi répondre. Je pense que c'est plutôt du côté de l'historien, possiblement. Je suis déjà en train de penser, par exemple, à la recherche de... juste avant, est-ce que je suis trop fort en ce moment ou c'est juste moi avec mon volume? Ça va bien? OK, parfait. Donc, c'est moi qui étais trop fort dans mes oreilles. Alors, je disais, je pense, par exemple, à la recherche de Timothy Kent, un Américain qui s'intéresse à la Nouvelle-France, qui a fait beaucoup d'archéologie expérimentale où il partait régulièrement pendant des mois comme un voyageur en train de tester les outils d'époque des Français et aussi des Autochtones et voir la différence entre les deux et pourquoi les Autochtones ou les Français adoptaient une technologie contre une autre selon comment c'était utile. Mais c'est le genre d'affaires où je me dis justement je ne sais pas à quel point ça serait mis de l'avant dans un film et plutôt juste intégré de manière organique avec le restant des sources et des archives. Mais moi, je me souviens, tu dis ça, je me souviens que j'ai vu un documentaire, c'est des archéologues, je crois français, qui avaient fait des expériences avec les blocs de pyramides pour essayer de prouver comment il avait été tiré, tout ça. Il y avait différentes techniques, mais ça, c'est vraiment dans un cadre expérimental. Puis, on avait fait un documentaire. Et plus documentaire. Avec ça. C'est ça. Les accessoiristes peuvent intervenir dans un contexte comme ça pour aller chercher des matériaux, fabriquer des choses avec... mais c'est vraiment un côté technique bien précis, là aussi, avec, j'imagine, des variables qu'ils doivent vérifier et tout ça. Donc, c'est plus un travail scientifique, selon moi. Et donc, vous, dans votre expérience, vous n'avez pas eu affaire à ce genre de pratique? Non, pas vraiment, non. Sur Hochelaga Terre des Armes, on a rencontré des archéologues parce que le personnage principal était lui-même un archéologue et on avait besoin de savoir, connaître, puis on avait des figurants aussi. C'était sur le terrain de football de McGill. On avait reproduit, les décors avaient reproduit un site archéologique.
Donc, on avait des figurants, on avait le comédien, le personnage principal. Quels sont les outils de l'archéologue? Donc, nous, on doit s'informer. Donc, on avait rencontré des archéologues à Montréal, ici à Montréal, pour quel est le matériel qu'on utilise, puis quelles sont les techniques aussi. C'est beau d'avoir une règle ou des balais, mais si on utilise ça n'importe comment aussi, le premier archéologue qui va voir ça va dire OK, c'est beau, ils ont les accessoires, mais ils ne savent pas comment les utiliser du tout. Là. Oui, non, c'est certain, c'est certain. On peut procéder à la prochaine question, mais avant, justement, si d'autres gens qui écoutent ont d'autres questionnements pour Benoît et Joseph, n'hésitez pas. Donc, Christine Jacques demande quel a été le film où le métier d'accessoiriste a été le plus gratifiant? Cette question-là s'adresse à moi, j'imagine. J'imagine. Je te reviens à la fin de ta réponse. Ah, d'accord. Chaque film ou dans le métier d'accessoiriste ou n'importe qui travaille sur des productions, va travailler sur des films, sur des vidéoclips, sur plein de productions. Ce n'est pas nécessairement de films. Donc, moi, j'ai travaillé sur plusieurs types de productions. Puis, je vais peut-être en surprendre plusieurs, mais j'ai travaillé sur les gags. Et les gags, c'était un laboratoire incroyable pour un accessoiriste qui aime travailler en atelier puis qui aime expérimenter des choses. Puis on était appelés à l'époque à faire des choses complètement loufoques, incroyables. Puis il y en a une chose qui me revient là-dessus, c'est on avait un sketch. C'était une vendeuse d'horloges, un kiosque dans un centre d'achat. Et puis, elle a une grosse perruque. Et puis, à un moment donné, il y a un coucou qui sort de la perruque. Donc, c'est quelque chose de complètement loufoque, que tu reçois le scénario, tu te dis comment on va faire ça. C'est quelque chose de live en plus. Donc, la première chose qui me vient à l'idée, en tout cas, moi, comme accessoiriste, faire des choses comme ça, je trouve ça fantastique. Et ça demande un esprit un peu tordu. Donc, je pense que c'est des choses comme ça que j'aime beaucoup. Dans le cas des films, ça dépend des mandats. Ça dépend de plein de choses. C'est tellement vaste. Je pourrais en parler en pré-entrevue. Joseph en est témoin. On a débordé beaucoup. Donc, rapidement, c'est ça qui me vient à l'esprit, là. Eh bien, effectivement, revenant, lorsqu'on avait notre pré-entrevue, bon, tantôt dans l'entrevue qui a été diffusée, j'avais mentionné justement mon expérience avec Martin Cadotte et le fait qu'entre collègues, on se disait, il n'y a pas beaucoup de synthèse dans ce cas ici, des habits autochtones. Et j'en connais, des deux que je connaisse, il y a Native American Clothing par Theodore Brasser, mais à l'intérieur, il y avait une belle robe autochtone faite avec des plumes. Et je me disais, waouh, j'aimerais voir ça au cinéma. Et justement, en écoutant Hochelaga, Terre des Hommes, il y avait cette superbe robe à plumes. Et j'oublie, est-ce que tu avais un doigt là-dedans ou c'était strictement non, ça c'était le costumier ou la costumière? Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est costumier, costumière. Nous, il y avait... c'était le début de Hochelaga, le début du film. C'est une scène de guerre après une bataille qui se passait au 12e siècle, avant l'arrivée des colons. Et donc, ce chef-là ou ce Manitou avait des roches entre les mains. Et puis, ces roches-là, on les retrouvait aussi, l'archéologue, on était en charge de ça. Je ne suis même pas sûr que dans le film, ils ont gardé ces espèces de roches avec une espèce d'artefacts avec des hiéroglyphes. J'ai pas souvenir des roches dans les artefacts trouvés. Une chose qu'on doit savoir quand on travaille en cinéma ou sur n'importe quel tournage, on va être appelé à apporter des accessoires, des costumes. Puis, des fois, on a travaillé pendant 2-3 semaines, on regarde le film et on ne le voit pas. Ça arrive, ça a été coupé au montage. Donc, puis ça, il faut apprendre à laisser aller les choses. Dans le fond, on fait notre livrable, puis quand c'est fait, la réalisation, le montage,
font leur magie aussi, là. Mhm. Ben, c'est déjà tout le temps qu'on avait, en fait. Là. Ça a vraiment été vite la période des questions, mais merci beaucoup à Benoît Jolivet et Joseph Merci. Gagné d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Puis pour ceux Toujours un et celles qui plaisir. nous écoutent, les rendez-vous d'histoire continuent demain, donc vous allez pouvoir, dès 11h, réécouter des nouvelles capsules, en fait, et conférences, désolé, sur l'histoire. Donc, on se voit demain. Au revoir. Belle soirée à vous et merci beaucoup pour Bonne l'invitation. soirée. C'est fort apprécié. Bonne soirée. Merci, au revoir.